Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, l'actualité. Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu, les bombardements à l'artillerie se poursuivent sur Rafah et Khan Younes, faisant craindre une nouvelle escalade. L'Algérie confirme son leadership technologique en Afrique lors de la 4e conférence africaine des startups, marquée par des annonces stratégiques pour l'innovation. Nouvelle évaluation positive, la Banque mondiale souligne la solidité et la résilience du modèle économique algérien. Et enfin en sport, les Verts poursuivent leur préparation avec sérieux en vue de leur prochaine rencontre face au Bahreïn. Bonsoir et bienvenue. Les villes de Khan Younes et Rafah, au sud de la bande de Gaza, ont été ciblées à l'aube de vendredi par un bombardement d'artillerie mené par les chars de l'occupation sioniste. Des médias citant des sources palestiniennes locales ont indiqué qu'un intense bombardement d'artillerie et des tirs meurtriers ou nourris avaient visé les zones nord-est de Khan Younes ainsi que d'autres secteurs proches de Mouarej, au nord de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ces attaques surviennent alors que l'occupation intensifie ses opérations à l'est du territoire en procédant à la destruction par bombardement et explosion de maisons et d'infrastructures. L'UNICEF a déclaré que 11 000 enfants à Gaza ont subi depuis octobre 2023 des blessures ayant changé leur vie à jamais. L'organisation a ajouté que les enfants en situation de handicap dans la bande de Gaza font face à des défis immenses alors que les 2/3 des services de rééducation ont été détruits. La municipalité de Gaza a affirmé vendredi que plus de 350 000 mètres carrés de déchets s'entassent dans les rues de la ville. L'occupation empêchant ses équipes d'accéder à la décharge de Hajr ad-Dik. Dans un communiqué de la municipalité, a averti que cette situation extrêmement grave risque d'aggraver les crises sanitaires et environnementales, exposant la population à un danger mortel. Elle a appelé la communauté internationale à intervenir pour fournir le carburant nécessaire au fonctionnement des engins de collecte des déchets afin d'éviter une catastrophe sanitaire et environnementale immense. Et en Palestine occupée, les exactions se poursuivent malgré le cessez-le-feu. En Cisjordanie, les Palestiniens subissent une flambée de violence venant du colon ou des colons mécontents du cessez-le-feu, et ce sous l'œil bienveillant de l'armée sioniste. Safwan Ben Sabri. Malgré le cessez-le-feu officiel, les agressions et exactions sionistes perdurent à Gaza et en Cisjordanie. Les colons sionistes déchaînent leur violence sur les civils par des raids organisés. Très tôt dans la journée de vendredi, dès l'aube, des colons israéliens sont venus incendier 2 véhicules appartenant à des Palestiniens, accompagnés de slogans racistes lors d'une attaque groupée menée sur le village de Taïbé, à l'est de Ramallah. Les habitants sont ensuite intervenus pour les repousser, ce qui a contraint les assaillants à prendre la fuite. Le même mode opératoire a été observé dans la localité de Khibret Yelza. Des colons sont arrivés cagoulés et ont agressé des Palestiniens se trouvant sur place pour labourer leurs terres. Ces attaques s'inscrivent dans une longue liste d'agressions, de harcèlement suivi de colonisation des terres appartenant aux Palestiniens. Elles se font sous la protection de l'armée sioniste. Elles incluent un vaste éventail de pratiques allant de l'incendie de véhicules, l'agression ou le meurtre d'individus, la fermeture de routes ou la destruction de puits. Au cours de l'année 2025, plus de 1500 incendies ont déjà été dénombrés. Le mois d'octobre 2025 a vu à lui seul plus de 260 attaques de colons, un chiffre mensuel sans précédent. En outre, l'armée sioniste a émis des ordres de saisie concernant des dizaines d'hectares de terres palestiniennes privées dans le nord de la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée.
Les forces d'occupation sionistes ont de nouveau pénétré dans les localités de Saïda, Al-Hanout, Bir Ajam et Braïka, dans la région sud de la province de Konaïtara en Syrie. L'agence de presse syrienne Sana a rapporté vendredi qu'une unité de l'occupation composée de 6 véhicules s'est infiltrée dans la localité de Saïda Al-Hanout, tandis qu'une autre unité composée de 4 voitures et d'un engin lourd de type track s'est dirigée vers Bir Al-Ajam et Braïka, où elle a mené d'importants travaux de creusement dans la zone située au nord du barrage de Braïka. Au sud du Liban, l'entité sioniste a intensifié ses agressions. Dans la soirée de jeudi, un drone sioniste avait largué une grenade assourdissante dans la localité de Adaïssa, au sud du Liban, tandis qu'un autre drone a largué une seconde bombe près de pêcheurs sur la plage de Nakoura. Dans le même contexte, l'artillerie sioniste a ciblé les environs des localités de Yaroun et Hermeish avec 3 obus. Par ailleurs, 2 positions de l'armée sioniste à radar à Rouaïsat al-Alam ont tiré des salves de militaires ou de mitrailleuses en direction des localités de Sheba et Kfar Chouba. L'artillerie a également visé des environs de Dahira et Yarin. Le président libanais Joseph Aoun a demandé vendredi à la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU d'exercer des pressions sur l'entité sioniste pour qu'elle respecte le cessez-le-feu, appelant également à un soutien de l'armée ou à l'armée libanaise afin qu'elle poursuive sa mission de limitation des armées dans le sud du pays en recevant une délégation composée d'ambassadeurs et de représentants des missions du Conseil de sécurité en visite de 2 jours au Liban. Aoun a réaffirmé l'engagement du Liban à appliquer les résolutions internationales, insistant sur la nécessité de pousser l'occupation à respecter ses engagements. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Liban, FINUL, ont condamné ce vendredi les frappes menées par l'occupation sioniste dans le sud du Liban, qualifiant ces actions de violation flagrante de la résilience 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le FINUL a mis en garde l'armée d'occupation israélienne contre toute initiative susceptible d'aggraver la situation. Elle a également appelé au respect total de la résolution et des arrangements convenus afin de préserver les acquis obtenus jusqu'à présent. Et dans un autre sujet, à la veille de son coup d'envoi, African Startup Conference 2025 cristallise les perspectives de tout un continent en matière de développement des startups, de la tech et de l'innovation. Entrepreneurs, investisseurs et innovateurs se réunissent pour se pencher sur l'émergence de nouveaux acteurs qui préparent l'avenir du leadership économique africain. Iman Merad nous en parle. Alger, capitale africaine de l'innovation. La 4e African Startup Conference s'ouvre sous le thème Rising African Champions. 3 jours, 2500 participants, plus de 200 exposants, des investisseurs et une quarantaine de délégations ministérielles prévues de tout le continent. L'Algérie accueille pour la 4e fois l'événement panafricain du moment dédié aux startups et à l'économie numérique. Au-delà du salon, l'enjeu est stratégique, construire un écosystème africain de l'innovation, favoriser le financement local et faire émerger des champions technologiques capables de rivaliser à l'international. À l'African Startup Conference, et à partir de la 3e édition, nous avons même un side event, un événement particulier, concomitant, qui se passe avec l'African Startup Conference, qui est dédié aux compétences africaines qui viennent de tous les continents, et discuter avec les acteurs d'innovation en Afrique et apporter leur contribution, une expertise technologique, un financement, un réseau. Donc en fait, il faut savoir que nos compétences à l'étranger ont beaucoup à apporter à l'écosystème technologique en Algérie ou que ce soit en Afrique. Pour Alger, l'événement est aussi un signal fort, affirmer son rôle de hub continental. Le lancement d'un fonds dédié aux startups et aux jeunes innovants doit renforcer ce positionnement et attirer les projets africains les plus prometteurs.
Intelligence artificielle, fintech, énergie et santé, les thématiques reflètent les priorités du continent. Pour ces jeunes créateurs, la conférence est une opportunité unique d'accéder à des marchés, des mentors et des investisseurs. Il faut savoir que, de manière générale, construire un écosystème d'innovation est very challenging, c'est très compliqué, dans le sens où nous aspirons à construire et à promouvoir des startups de rang mondial. Et donc nous avons l'obligation de leur donner les mêmes conditions qu'il y a dans les meilleurs écosystèmes du monde. D'où le lancement de l'African Startup Conference, dans le sens où nous, pays africains, nous devons nous assembler et rassembler nos efforts pour améliorer l'écosystème africain. Une édition qui ambitionne de transformer l'innovation africaine en puissance économique. À Alger, les startups africaines tracent les contours de leur avenir et celui du continent. La Banque mondiale met en avant la solidité du modèle économique algérien. Malgré les défis mondiaux actuels, elle souligne la résilience du pays grâce à ses réformes et sa diversification. L'Algérie est ainsi mieux préparée pour assurer une croissance économique durable. Mohamed Wali Ben Chaban. Une croissance hors hydrocarbures qui se poursuit, des investissements productifs qui tirent cette croissance vers le haut et une inflation toujours en baisse. Ce sont là les trois ingrédients de la recette économique algérienne soulignés dans le dernier rapport de la Banque mondiale, publié jeudi par l'institution de Bretton Woods. Le rapport Automne 2025 insiste en effet sur la progression du PIB algérien à 4,1% en glissement annuel au premier semestre 2025 sous l'impulsion de la croissance hors hydrocarbures, puis des réformes économiques engagées par le président Abdelmadjid Tebboune. Une croissance, précise la Banque mondiale, généralisée et soutenue par une production agricole importante. L'inflation se situe quant à elle à un niveau très appréciable de 1,7% sur les 9 premiers mois de l'année en glissement annuel. De quoi relancer la roue de la consommation et soutenir le pouvoir d'achat des ménages. L'investissement n'est pas en reste, il continue de progresser dans un contexte de stabilité des dépenses publiques. Même si la Banque mondiale revient sur le contexte de volatilité des prix des hydrocarbures dans un contexte géopolitique global tendu, le rapport réaffirme que la stratégie de diversification économique engagée par l'Algérie lui permet d'avoir plusieurs flèches à son arc pour proposer de la souplesse à l'écosystème économique national. L'Algérie a présenté aux Nations Unies à New York son expérience pionnière en matière de déminage, et ce à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le représentant permanent adjoint de l'Algérie, l'ambassadeur Toufir Koudri, a évoqué l'ampleur de cette tragédie historique, soulignant que la proportion des mines antipersonnelles atteignait à l'époque 11 mines pour un habitant dans les zones frontalières et en moyenne ou une moyenne de 1,2 mines pour un habitant au niveau national, ce qui a causé des milliers de victimes, une tragédie qui s'est étendue sur des décennies après l'indépendance. Passons à présent en Inde. Le président russe effectue sa première visite à New Delhi depuis 4 ans pour renforcer les liens économiques et politiques entre les deux pays. Un programme commun à l'horizon 2030 a été présenté. Neila Guerta nous en parle. À New Delhi, Vladimir Poutine et Narendra Modi affichent une unité de façade comme de fond. Les deux dirigeants se retrouvent pour passer en revue l'ensemble des volets du partenariat. La Russie s'engage surtout à garantir un approvisionnement ininterrompu en carburant pour l'Inde. Cette rencontre est désormais placée sous le signe de la stabilité et d'une vision à long terme. Comme vous l'avez constaté, un important ensemble d'accords a été signé entre les gouvernements, les agences et les entreprises. Nombre d'entre eux visent à développer la coopération économique entre la Russie et l'Inde. Notre partenariat énergétique se développe avec succès. La Russie est un fournisseur fiable de ressources énergétiques et de tout ce qui est nécessaire au développement du secteur énergétique indien. Nous sommes prêts à continuer d'assurer un approvisionnement continu en combustible pour l'économie indienne en pleine croissance.
De son côté, l'Inde cherche à sécuriser son énergie pour accompagner sa croissance, mais surtout pour rééquilibrer cette relation. Notre priorité commune est de donner un nouveau souffle à la coopération économique. Pour y parvenir, nous avons convenu aujourd'hui d'un programme de coopération économique à l'horizon 2030. Ce programme permettra de diversifier, d'équilibrer et de pérenniser nos échanges commerciaux et nos investissements. La sécurité énergétique est un pilier essentiel du partenariat indo-russe. Notre coopération de plusieurs décennies dans le domaine de l'énergie nucléaire civile a joué un rôle déterminant pour concrétiser nos priorités communes en matière d'énergie propre. Nous poursuivrons cette coopération. Pour New Delhi comme pour Moscou, ce partenariat reste un pilier stratégique, une coopération entre deux États qui sont aussi membres du BRICS, mais qui veulent ici mettre l'accent sur leurs relations bilatérales. Modi et Poutine scellent lors de ce 23e sommet un partenariat pensé pour durer. L'armée ukrainienne a déclaré dans la nuit de jeudi avoir frappé une grande usine de produits chimiques dans la région de Stavropol, dans le sud de la Russie, provoquant un incendie. Le quartier général de l'armée a indiqué que l'usine en question avait été bombardée jeudi, précisant que l'installation produisait des composants pour explosifs et la qualifiant de l'une des plus grandes installations de ce type en Russie. Aucune réaction immédiate n'a été émise par les responsables russes. Le bilan humain des inondations qui ont frappé la grande île indonésienne de Sumatra s'est encore alourdi, grimpant à 867 morts pour 521 disparus, alors que plus de 800 000 personnes sont hébergées dans des abris temporaires. La pluie a fait son retour vendredi, notamment sur Banda Aceh, à l'extrémité nord-ouest, faisant craindre une aggravation de la situation. Et en sport, plus exactement football, la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 se déroule actuellement aux États-Unis. Elle s'annonce comme le premier temps fort de ce tournoi planétaire de la petite ronde organisé dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Un véritable spectacle se déroule au Kennedy Center en présence du président américain Donald Trump, le président mexicain Claudia Sheinbaum et le premier ministre canadien Mark Carney, ainsi que de plusieurs personnalités sportives. Ce tirage au sort détermine le parcours des 48 équipes engagées dans la course à la succession de l'Argentine dès le mois de juin prochain. Et toujours en sport, direction le Qatar, où se déroule actuellement la Coupe arabe FIFA 2025. L'équipe nationale algérienne se prépare déjà pour sa prochaine rencontre. Les Verts ont effectué leur dernière séance d'entraînement en vue du match de demain après-midi contre la sélection du Bahreïn pour le compte de la 2e journée du groupe D. L'Algérie, tenante du titre, aura pour objectif de corriger les erreurs et de viser la victoire après son match nul face au Soudan lors de son entrée en lice. Un match important pour toutes les équipes de ce groupe. On voit que cette compétition est assez spéciale. Tout va jouer jusqu'au bout. Nous, on sait ce qu'on a fait par rapport au dernier match. Beaucoup de choses qui n'ont pas été comme on le voulait. Donc, on a remis l'accent sur les choses négatives et positives sur le dernier match. Donc on sait qu'on a une équipe du Bahreïn qui est aussi déterminée pour gagner ce match-là. Donc voilà, préparation déjà, bonne récupération, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, dernière séance pour finaliser cette préparation, Inch'Allah, et être prêt pour demain. Demain, c'est un match très important, comme le coach l'a dit. On a regardé la vidéo de ce qui n'a pas été au premier match. Donc on est concentré à 100% pour un match très important, Inch'Allah, demain. Les matchs sont compliqués, on l'a vu, même les autres équipes ont des difficultés, tous les matchs sont importants et demain ça va être un gros match, on le sait déjà et on va tout faire pour gagner ce match, Inch'Allah. Non, c'est un très bon niveau, il y a beaucoup d'intensité, on peut le voir qu'il n'y a pas de petite équipe, tout le monde vient à 100%, donc on sait que ça sera une grosse compétition. Tous les matchs sont décisifs sur un tournoi comme ça, tous les matchs sont importants, on sait que ça va très vite, c'est une courte compétition. Donc on sait que demain ça va être compliqué et important pour nous, donc on va tout faire pour gagner, Inch'Allah.
De son côté, le sélectionneur de Bahreïn, Dragan Talajik, a insisté sur la nécessité de maintenir la concentration et la cohésion tout au long du match face à l'Algérie. Inch'Allah, tout se passera bien. Si nous voulons battre n'importe quelle équipe, nous devons travailler pour cela. Un match dure 90 minutes, pas seulement 45. Nous avons marqué un but, mais pas un deuxième. Et c'est déjà positif pour nous. Nous devons rester concentrés du début à la fin, surtout quand nous jouons contre des équipes comme l'Irak, l'Algérie et maintenant encore. Il faut être concentré et cohérent. Toujours concernant l'équipe nationale à Doha, les Verts poursuivent leur préparation avant la rencontre qui les opposera demain au Bahreïn. Notre envoyé spécial à Doha, Khadija Khadaoui, est revenu sur les derniers détails concernant la préparation des Verts en prévision de cette rencontre. L'équipe nationale algérienne vient de boucler sa préparation avant d'affronter le Bahreïn demain pour le compte de la deuxième journée de la Coupe arabe 2025 au stade international Khalifa. Un match presque décisif pour Medjid Bouguera et ses joueurs s'ils veulent conserver toutes leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale. Mais l'équipe du Bahreïn aura aussi les mêmes objectifs et les mêmes ambitions dans cette Coupe arabe qui a tenu toutes ses promesses et réservé son lot de surprises, notamment avec le nul des deux favoris, le Qatar et la Tunisie. Et le moindre faux pas est strictement interdit pour Medjid Bouguera et ses joueurs. Merci à Khadija Khadaoui. Et maintenant, pour finir en culture, la ministre de la Culture des Arts, Melika Bendouda, a présidé jeudi soir à Alger l'ouverture de la 12e édition du Festival international du film d'Alger qui s'étalera jusqu'au 10 décembre et dont Cuba est l'invité d'honneur. L'ouverture a été marquée par la projection du film Plongeur du désert du regretté réalisateur algérien Tahar Hanash, produit en 1952 et restauré à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution de Libération. Elle a également été ponctuée par l'hommage rendu à des figures artistiques et cinématographiques disparues telles que le réalisateur Mohamed Lakhtar Hamina, l'artiste Baya Bouzar connu sous le nom de Send Biouna et Fawzi Saïchi, ainsi qu'à d'autres artistes encore en vie comme Salah Gourout et la réalisatrice cubaine Lisette Villa. تكريم ذرع المهرجان يقدم له من طرف السيد مدير بن عيسى. Aujourd'hui, je viens ici à Alger pour ce festival qui m'a honorée, qui m'a proposé d'être membre du jury du long métrage, ce qui est un grand honneur. Et je suis sûre qu'on va regarder de très beaux films. Le cinéma, pour moi, c'était toujours un instrument de lutte. Et comme je suis une militante depuis que j'ai 15 ans, pour moi, le documentaire, moi je suis documentariste, j'ai fait 10 films sur la Palestine et beaucoup d'autres aussi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.